Bienvenue dans le 8e épisode de notre podcast Off the Record. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'empowerment. Dashi, comment décrirais-tu l'empowerment ? Pour moi, l'empowerment signifie l'autodétermination, participer à la création, la responsabilité personnelle. Pour moi, c'est une notion qui est largement influencée par mon environnement, par le contexte professionnel, par mes collègues et par mes supérieurs. Je n'ai pas cherché sur Google. Je pense que nous allons demander à notre invité du jour ce que signifie pour lui l'empowerment. Bienvenue à Roland Bischofberger, Head of Communications chez Siemens Suisse, alias notre chef. Bonjour à tous et un grand merci pour l'invitation. Je suis heureux d'être ici. Nous nous connaissons déjà très bien tous les trois. Veux-tu te présenter brièvement à nos auditeurs ? Je peux certainement le faire avec beaucoup de plaisir. Je m'appelle Roland et, comme vous l'avez déjà mentionné, je suis responsable de la communication pour la Suisse dans une des entreprises les plus intéressantes au monde. J'ai la chance de travailler avec une équipe extraordinaire composée de personnes incroyables et vous deux en êtes d'excellents exemples. Je vous remercie sincèrement pour cela. Merci beaucoup. Oui, je viens de demander à Dashi, qu'est-ce que l'empowerment pour toi ? Comment définirais-tu l'empowerment ? Je me suis rendu sur Wikipédia pour y jeter un coup d'œil. L'empowerment peut être défini comme le fait de permettre aux collaborateurs de bénéficier d'un degré élevé d'autonomie et d'autodétermination dans le contexte professionnel. L'idée est de donner suffisamment de pouvoir décisionnel aux personnes possédant les connaissances spécialisées les plus étendues. Cela implique souvent que les spécialistes concernés prennent les décisions plutôt que les cadres hiérarchiques. Il me semble que la motivation personnelle est importante, car celui qui peut fixer et poursuivre ses objectifs et ses tâches de manière responsable agit de manière autodéterminée, Dashi, tu viens de le mentionner, et de sa propre initiative. Je suis convaincu que l'empowerment nous permet d'obtenir de meilleurs résultats et de contribuer de manière importante au succès de l'entreprise. La confiance ou la culture de la confiance joue un rôle important à cet égard, car ce sont des piliers essentiels de l'empowerment. Comment donnes-tu l'exemple en tant que cadre ? Bien, il me semble que tu as également une vision intéressante de ce sujet, Dashi. Tu soulignes un aspect crucial. Selon moi, l'attitude du supérieur hiérarchique est d'une importance primordiale. En ayant confiance en ses collaborateurs, on se sent plus en sécurité et je dirais même plus dynamique. Cela permet également d'exploiter de manière efficace la liberté d'action dont on dispose. D'un autre côté, celui qui a peur de faire des erreurs ou de devoir se justifier, il ou elle ne sera pas sûr de lui-elle et fera probablement plus d'erreurs. Je considère donc que mon rôle est avant tout d'accorder sa confiance. Et je veux encourager le courage et la confiance. C'est-à-dire la confiance que l'on peut aussi atteindre des objectifs très ambitieux. L'escalade nous l'a appris. Si l'on veut atteindre un sommet élevé, oui. Si l'on veut s'attaquer à un sommet, il est parfois utile d'avoir une corde de sécurité, un safety net, et c'est là que je vois mon rôle. Je veux aussi être un filet de sécurité pour l'équipe. Vous devez donc savoir que si vous tombez, j'essaierai aussi d'être le filet de sécurité. Je pense, donc je suis honorée, et je peux également m'exprimer en votre nom, que tu nous accordes énormément de confiance. Un excellent exemple en est notre podcast. Nous t'avons présenté l'idée il y a quelque temps et tu l'avais écoutée avec attention. D'abord, tu n'as rien dit, tu as continué à écouter et tu nous laisses faire depuis. En toute honnêteté, est-ce que tu le regrettes ? Non, je ne le regrette absolument pas. Pourquoi ressentirais-je le besoin de le regretter de toute façon ? En réalité, je considère que ce podcast est un magnifique exemple d'écriture et d'expérimentation. Je n'ai jamais eu le sentiment qu'un filet de sécurité ou autre chose était nécessaire ici. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que le podcast atteint des sommets de plus en plus extraordinaires. C'est vraiment merveilleux de pouvoir observer et même participer à celui-ci dès aujourd'hui. Nous venons de parler de confiance. Qu'est-ce qui est nécessaire pour construire la confiance ? Oui, je trouve que c'est extrêmement complexe. Il y a en effet de nombreux facteurs à prendre en compte. Selon moi, l'un de ces facteurs est la continuité. Pour moi, la confiance ne peut pas se décider, se mettre en place ou se vivre du jour au lendemain. Elle se construit progressivement avec le temps. Cela implique d'avoir vécu des expériences communes. La continuité est donc un élément essentiel dans ce processus.
je pense que le dialogue joue également un rôle important. Il serait peut-être même préférable d'avoir un dialogue sur un pied d'égalité, dans le sens où il ne s'agit pas seulement de donner des instructions, mais aussi d'expliquer et de justifier pourquoi on poursuit un objectif donné. Finalement, il est aussi important le but est de créer un environnement favorable à l'autonomie sans imposer des contraintes excessives. C'est un lieu où chacun peut fixer ses propres objectifs et les poursuivre individuellement. Pour moi, il est tout aussi important de donner véritablement aux personnes la responsabilité de leurs tâches et de la respecter. En d'autres termes, lorsque quelqu'un prend en charge une tâche, il doit réellement s'engager et donner l'impression d'y être totalement dévoué, en étant présent et impliqué. Il est décourageant lorsque les supérieurs hiérarchiques s'approprient les résultats en disant « Regardez ce que nous avons accompli », alors qu'ils n'y ont pas vraiment contribué. C'est pourquoi je considère que l'équité et l'égalité de traitement sont des éléments essentiels. Il est également crucial d'avoir une transparence absolue, car cela permet de savoir où en est chaque personne, pourquoi elle est présente et quelles sont ses responsabilités. Cependant, cette transparence peut être rapidement compromise. Nous devons donc en être constamment conscients, surtout lorsqu'on occupe un poste de direction. Et tu as eu et tu as encore un aperçu d'autres équipes, que ce soit par le passé ou ici chez Siemens. Est-ce que nous pratiquons déjà l'empowerment ? Tellement de nombreuses approches différentes et je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de procéder. Mais de manière générale, je pense que la conception du management chez Siemens a énormément évolué au cours des 20 dernières années. Je le vois dans le comportement de direction que j'observe en Suisse, à l'échelle mondiale, dans les différentes unités d'organisation de Siemens. Et je le vois aussi dans mon propre comportement de direction. Et je pense que nous sommes définitivement sur la voie de l'empowerment. Tu viens de parler de la peur. Pourquoi penses-tu que de nombreux cadres ont des difficultés à la gérer ? Il m'est bien sûr difficile de juger ce qui se passe dans la tête des autres, mais si je me penche sur mon point de vue personnel ou sur mon parcours personnel, j'ai aussi eu beaucoup de moments d'insécurité, de peur d'atteindre quelque chose d'une manière ou d'une autre, et j'en ai encore aujourd'hui, mais j'en ai déjà eu davantage par le passé, et je pense que le moteur de cela était effectivement le manque de sécurité, le manque d'expérience. J'ai mentionné tout à l'heure la continuité. Lorsqu'on se retrouve dans un tout nouveau rôle, surtout lorsque celui-ci est assumé à un jeune âge, il est fréquent d'avoir des inquiétudes quant à nos compétences. Cette appréhension peut déclencher un effet psychologique qui nous pousse à nous replier sur nous-mêmes, freinant notre action et notre prise d'initiative. Pour ma part, c'est une leçon que j'ai beaucoup apprise par expérience, une expérience qui a profondément modifié ma personne. Chaque individu réagit de manière unique face à cette situation, engendrant un processus différent chez chacun. Selon moi, il est primordial de prendre le temps de réfléchir à ce sujet. En effet, il n'y a probablement pas de réponse globale applicable à tous. En préparant ce nouvel épisode, je suis tombé sur un article très critique qui remet en question l'efficacité de l'empowerment et souligne le risque de confusion chez les collaborateurs quant à leurs tâches réelles. Il semble que cette approche pourrait les priver en quelque sorte d'une direction claire. De plus, l'article avance l'idée que l'empowerment pourrait être utilisé comme une excuse pour réduire le temps consacré à la gestion. C'est le contraire qui est vrai, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un gain de temps. Je pense que le temps investi dans un domaine ou un environnement d'empowerment, c'est justement qu'en tant que cadre, on doit en faire beaucoup plus. Il est indispensable d'investir dans la direction. Bien entendu, il faut prendre un peu plus de temps pour expliquer pourquoi nous nous dirigeons quelque part. Ce qu'est une vision, plutôt que de simplement donner des instructions, sans contexte, à titre d'exemple. Il y a aussi ce dialogue permanent dont j'ai parlé chez Siemens. Nous avons en effet les Growth Talks. Et comme exemple, c'est un processus permanent. J'anime un Growth Talk une fois par semaine. Et avant, il y avait des objectifs annuels chez Siemens. On se réunissait alors, enfin c'était avant mon arrivée, mais je crois qu'on se réunissait vraiment une fois par an. Une fois l'an, nous nous rassemblions pour discuter de nos objectifs, et cela suffisait pour toute l'année. Cette communication constante me conduit à penser qu'il est essentiel de consacrer davantage de temps à définir nos objectifs, mais aussi le point de l'autodétermination, qui sonne toujours bien, même du point de vue d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Toutefois, cela a des conséquences non négligeables. Il est nécessaire de s'organiser davantage si rien n'est imposé et de se fixer des objectifs. Il est également important de prendre conscience de cela. Nous discutons souvent de cette question.
même lors des entretiens d'embauche, par exemple. Par conséquent, il est primordial de bien s'adapter à cette réalité. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être victime d'abus de ta capacité à prendre des décisions ou de ta confiance envers quelqu'un? Non, je ne me souviens pas de cela. Selon moi, cela concerne également la question de savoir qui pourrait abuser de la confiance de l'autre. Je considère qu'un monde responsable exige que chaque individu comprenne lui-même les raisons pour lesquelles il fait quelque chose ou pourquoi il décide de ne pas le faire. Cependant, je n'ai pas eu de mauvaises expériences liées à cela. Empowered People est l'une de nos 4 priorités stratégiques, c'est-à-dire des personnes capables de tirer le meilleur parti de leurs capacités. Dans quelle mesure te sens-tu empowered dans ta fonction? Je pense donc que pour moi, c'est un facteur très important. J'ai besoin d'un environnement où j'ai une grande liberté d'action et de création. Et je me sens très autonomisé ici. C'est un facteur important pour moi. Cela me fait naturellement plaisir. Et cela me fait aussi plaisir de voir que dans les sondages réguliers que nous faisons avec les collaborateurs, c'est aussi l'une des questions. Te sens-tu autonomisé? Que pensez-vous de l'empowerment? En ce qui concerne Siemens, nous accordons une importance capitale à cette valeur. J'encourage vivement cette approche qui est une de nos priorités en tant qu'entreprise. Je suis convaincu que cela joue un rôle clé dans notre succès. Quel est le rôle de l'équipe? Un très grand rôle. Il ne s'agit pas seulement de l'empowerment individuel, mais aussi de l'empowerment de groupe, par exemple, ou d'une communauté. Dans le contexte du New Work, on privilégie souvent la décentralisation en réduisant le nombre de niveaux hiérarchiques. Cette approche implique la création d'équipes plus nombreuses pour compenser. Je suis d'accord que c'est une voie à suivre. Cependant, pour que cela fonctionne, l'autogestion est une condition essentielle. Lorsque les équipes sont plus larges, il ne faut pas se baser sur des directives pour travailler. Où te situerais-tu? Dans quel domaine tes capacités sont-elles ou pourraient-elles être encore plus exploitées? Ce qui me préoccupe actuellement, c'est ma gestion du temps. Ce n'est pas nouveau, mais je m'en occupe régulièrement et oui, simplement, comment puis-je faire encore mieux? D'une certaine manière, je ne suis jamais satisfait d'investir mon temps efficacement, quand et où. Je n'arriverai probablement jamais à une solution définitive, mais c'est quelque chose qui me préoccupe actuellement. L'autonomisation ou la délégation de responsabilité, cela peut aussi signifier que ce n'est pas mon affaire, mais la tienne. Je suis d'avis que même en tant que responsable, cette pensée serait certainement incorrecte. On peut comparer cela à un filet de sécurité. Si la personne tenant la corde s'enfuit pendant que tu escalades le sommet, ce ne serait pas une bonne idée. Donc, c'est définitivement faux. Cependant, du point de vue d'un membre de l'équipe, et peut-être à présent, comme tu l'as mentionné, avec une équipe plus nombreuse, je peux également le comprendre. Ainsi, il est essentiel de se démarquer. Il faut dire « dans la situation présente, c'est également mon cadre dans lequel je me trouve et ce n'est pas mon cadre ». Nous avons donc souligné précédemment la nécessité d'établir des limites et de faire preuve de transparence. Par conséquent, je pense que c'est là qu'il faut s'investir davantage. Cher Roland, qu'est-ce que tu nous as apporté de bon? Bienvenue dans notre endroit préféré. En réalité, j'ai principalement travaillé au sein de grands groupes tout au long de ma carrière professionnelle. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai un attrait particulier pour les petites organisations et les sujets à petite échelle. Ce que je remarque, par exemple, c'est dans le domaine du sport, mais également dans celui de la bière. J'apprécie passer du temps dans les montagnes et à Davos, plus précisément à Monstein. C'est là-bas que se trouve une brasserie de bière, ou plutôt une petite brasserie appelée Monsteiner, que l'on qualifie de micro-brasserie, voire même de nano-brasserie. Et ils me sont super sympathiques, ils font la meilleure bière d'ailleurs. J'essaie depuis longtemps d'en devenir actionnaire, malheureusement sans succès. C'est un tout petit groupe, comme je l'ai dit. Ce qui les rend aussi particulièrement sympathiques, ils ont déjà été accusés 2 fois par Monster. Et ils ont déjà traîné 2 fois cette petite brasserie devant le tribunal, parce qu'ils ont dit « Vous devez donner le nom », et nous sommes Monster et vous êtes Monstein, ça ne va pas du tout. Et voilà. Le plus beau, c'est qu'ils ont perdu 2 fois. Et pour cela, nous allons trinquer ensemble. J'aimerais aborder le sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire les no-shows lors des événements. Pour moi, il s'agit d'une manifestation supplémentaire de l'empowerment, pouvant être considérée comme une sorte de non-engagement. Je pense que le phénomène des no-shows est bien connu. Il est lié à notre société et je pense que c'est un sujet de discussion récurrent. Beaucoup de personnes ont adopté ces comportements lors de la pandémie de Covid-19, en particulier lors des fêtes de Corona. Mais je ne peux pas affirmer que c'est la seule raison. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que c'est un problème répandu dans notre société. D'ailleurs, lorsque vous réservez dans un restaurant de Zurich, il est courant de devoir fournir les détails de votre carte bancaire à l'avance et parfois même un acompte prélevé
afin de garantir que vous honoriez votre réservation. C'est une mesure de précaution nécessaire pour éviter les défections. Veux-tu dire quelque chose sur la configuration de notre équipe ? Oui, très volontiers, oui. Chez nous, l'idée de base est que nous essayons de faire en sorte que tous les membres de l'équipe puissent définir leur propre travail, leur propre profil professionnel, pour ainsi dire. Pour ce faire, nous nous réunissons une fois par an et nous nous plaçons comme des parrains. En d'autres termes, nous posons ensemble sur la table et nous disons quelles sont les tâches qui nous attendent l'année prochaine. Et ensuite, nous invitons tous les membres à exprimer leurs souhaits et à obtenir des informations détaillées sur les domaines où ils souhaitent prendre en charge et dans lesquels ils aimeraient se développer. Cette transparence est une caractéristique essentielle de notre processus annuel appelé le bazar. Non seulement cela permet à chacun de se mettre en valeur professionnellement pour les mois à venir, mais cela peut également créer des opportunités de changement. Par exemple, c'est l'occasion idéale pour dire « cette année, je veux me développer davantage dans ce domaine spécifique ». Ainsi, le thème de l'état d'esprit de croissance est parfaitement ancré dans notre environnement professionnel. Nous avons organisé cette démarche avec succès pendant les 4 dernières années et nous en sommes extrêmement satisfaits. Bon, aujourd'hui je peux jouer les rabat-joie, sinon c'est le barou d'honneur. Nous sommes malheureusement déjà arrivés à la fin, mais nous avons encore une dernière question, c'est-à-dire que donnerais-tu aux auditeurs et auditrices pour qu'ils apprennent l'empowerment ? Quel est ton conseil ? J'ai une conviction profonde quant à l'importance de l'idée d'expérimentation et de prise de risque dont j'ai déjà parlé avec Jörn et qui était liée à la culture de l'erreur. Avoir le courage d'explorer de nouvelles voies, de se aventurer dans l'inconnu, d'aborder des sujets novateurs pour en tirer des enseignements et de percevoir cela comme un processus continu est, à mon sens, primordial. De plus, il est essentiel de ne pas voir les modèles existants comme des normes figées, mais plutôt d'explorer les possibilités offertes par une approche différente. Je suis profondément convaincu que cela peut ouvrir la voie à des découvertes passionnantes. Il arrive parfois qu'on se laisse prendre, mais vous avez déjà eu une discussion avec Jörn concernant notre manière de gérer la situation. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là et d'avoir répondu à nos questions. Nous avons été très critiques et honnêtes et avons pu poser de bonnes questions. Et maintenant, Ere ? Dans le prochain épisode, nous parlerons de la collaboration avec notre CEO Gerd Scheller. Nous nous réjouissons de vous entendre à nouveau. Au revoir à tous.